Je vous le disais, notre deuxième invité ce soir est le prince Reza Pahlavi d'Iran, prince héritier du trône d'Iran, fils de l'ancien Shah d'Iran renversé par la révolution islamique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous vivez à Washington depuis des années. Vous souhaitez, je vous cite, fédérer les forces démocratiques afin d'instaurer une démocratie laïque parlementaire. Et vous êtes à Paris pour dire, en Europe, c'est bien de penser à la Libye, c'est bien de penser à la Syrie, mais n'oubliez pas l'Iran. Exactement. Et je pense que l'Iran est, au fait, le pays où tout a vraiment commencé à dégringoler dans notre région. Et je pense que c'est à travers l'Iran que le changement final pourrait effectivement commencer et qui affecterait positivement le reste de notre région. C'est vrai que d'une certaine façon, on a vu tous les printemps arabes. Évidemment, l'Iran n'est pas un pays arabe, mais un pays musulman. Et il y a eu ces révoltes populaires qui ont été réprimées. On en a vu les images il y a plusieurs mois, bien sûr, maintenant. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est précisément? C'est vrai que je pense en partie le printemps arabe a été dû au fait que peut-être ce qui s'est passé chez nous à peu près il y a 2 ans a été une source d'inspiration. Depuis l'élection frauduleuse qui a eu lieu en Iran en 2009. Mais depuis, je pense que nous avons vu une évolution de la chose dans toute cette région. Au fait, moi, je qualifie ceci comme une génération qui n'accepte plus le non et qui réclame sa participation, qui réclame sa liberté. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est une augmentation de volonté d'aider de la part des gouvernements occidentaux surtout. Et c'est là où la différence commence à se faire. Il faut bien comprendre que quand vous avez affaire à des régimes extrêmement répressifs, il est très difficile que ces sociétés puissent se libérer sans avoir un appui et une aide internationale. Donc c'est très important de le bien constater. Vous avez lancé vous avez décidé de demander à l'ONU de porter plainte devant la Cour pénale internationale contre celui qui est, selon vous, le principal responsable de la situation des droits de l'homme, notamment en Iran, le guide Ali Khamenei. Pourquoi pas contre le président Ahmadinejad? Parce que dans le cas du régime, c'est l'ultime décideur et l'ultime facteur de pouvoir et d'autorité absolue, c'est effectivement Ali Khamenei en tant que le soi-disant guide suprême. Et donc cette plainte est basée sur une porte-plainte contre lui comme la personne était responsable pour des crimes contre l'humanité dans le cas des violations flagrantes des droits de l'homme en Iran. Par contre, j'utilise le précédent qui a eu lieu dans le cas en Côte d'Ivoire. Contre Laurent Gbagbo, c'est-à-dire nous ne pouvons pas, étant donné que l'Iran n'est pas signataire du traité de Rome, c'est le traité sur la Cour pénale internationale. Oui. C'est donc à travers l'ONU qu'on peut demander à ce que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale qui pourra à ce moment-là intervenir et saisir ce dossier contre Ali Khamenei. Ça impressionne le pouvoir iranien actuel, ça? Ben écoutez, dans le cas des Iraniens, en tout cas, il faut qu'on ait plusieurs recours. L'un des recours, c'est de porter l'attention du monde sur la question des droits de l'homme, qui pour nous est un sujet central en tant qu'Iraniens, mais aussi à savoir que beaucoup de ces régimes ont toujours essayé de se faufiler à travers toutes sortes de manœuvres, mais qu'à un certain moment, ils devront rendre compte. Et c'est une façon de leur faire savoir qu'il y a aussi des moyens de mettre pression qui ne sont pas uniquement des sanctions économiques ou politiques, mais aussi des sanctions qui touchent des bases qui sont basées sur justement la question des violations des droits de l'homme. Des sanctions judiciaires précises contre des individus aussi, parce qu'évidemment on parle beaucoup de sanctions à propos du nucléaire iranien. Et aujourd'hui il y a encore eu un incident à Moscou, puisque la douane a découvert des matériaux radioactifs sur une personne qui se rendait à Téhéran. Globalement ces derniers temps, l'AIEA a renforcé les suspicions autour de l'Iran sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous savez des réactions du pouvoir iranien à ces menaces de sanctions, à ce durcissement du ton des Occidentaux sur le nucléaire? Est-ce que, encore une fois, ça les impressionne vraiment? Le régime iranien, jusqu'à présent, a toujours essayé de gagner du temps, toujours essayé d'avoir une esquisse astucieuse, à savoir les manœuvres vis-à-vis de l'AIEA, par exemple l'agence atomique, qui dans son dernier rapport, de nouveau, fait preuve de nouvelles, si vous voulez, évidences sur la question. Vous savez, ils peuvent toujours courir, mais à un certain moment, ça deviendra tout à fait visible. L'opacité de ce régime était l'une des raisons pour laquelle le monde a commencé à s'inquiéter dans son manque de transparence. Mais aujourd'hui, beaucoup plus de cas qui mettent à l'évidence le fait que le régime effectivement cherche l'arme atomique devient de plus en plus formel. Qu'est-ce qui se passera ? Il faut bien entendu comprendre que
c'est vrai qu'il faut faire pression sur ce régime avec toutes les méthodes possibles. C'est pourquoi d'ailleurs le monde a entamé une politique de sanctions. Par contre, ce que j'ai toujours proposé, c'est que les sanctions, selon moi, ne seront pas suffisantes pour mettre terme à l'action de ce régime et que finalement, c'est dans un changement de régime qu'on retrouvera la solution finale. Par contre, la question, c'est le scénario de changement. Est-ce que ça peut se passer, comme on l'a vu en Afghanistan ou en Irak, ou alors est-ce que ça devrait se faire à travers les Iraniens eux-mêmes? Pour moi, c'est la seule solution légitime et la moins coûteuse. Et c'est là où je pense qu'il faut commencer à penser d'apporter un levier de pression intérieur sur le régime, c'est-à-dire soutenir les dissidents, les forces démocratiques, et ne pas compter uniquement sur des pressions extérieures telles que des sanctions économiques ou politiques. Aujourd'hui, la Russie a ouvert la porte peut-être à une résolution vers l'ONU. Alors évidemment, pour le moment, elle condamne toutes les violences en Syrie, des deux côtés, du côté du Bachar el-Assad et du côté des résistants au régime. Est-ce que c'est quand même inquiétant pour l'Iran de voir que la Russie commence un petit peu à bouger, puisque l'Iran et la Syrie et Bachar el-Assad sont liés, évidemment? Il y a un axe Damas-Téhéran. Certes, de plus en plus, un régime devient isolé, et même avec ceux qui jadis pouvaient compter un peu sur, commencent un peu à fléchir, il est clair qu'ils vont perdre un peu la morale. Il est grand temps que ça se passe. Maintenant, à long terme, il faut bien comprendre que dans un jeu géostratégique, il y a un équilibre à voir et chacun a peut-être son regard là-dessus, du point de vue chinois, du point de vue russe, du point de vue américain. Mais l'important, c'est ce qui emmènera en tout cas une stabilité régionale. Et moi, je trouve que quel que soit le regard de tel ou tel bloc, une démocratisation en Iran ne peut être qu'en général en faveur de la paix internationale. Et que l'Iran n'est pas un pays qui aura une vision limitée. Au fait, il faut dire que si à l'époque de la guerre froide, on aurait pu dire que l'Iran était obligé d'avoir un regard uniquement vers l'Occident, aujourd'hui, on pourrait envisager une vision de 360 degrés. Donc, ce n'est pas nécessairement un changement qui pourrait menacer l'intérêt d'un bloc contre un autre. En tout cas, c'est là l'équilibre qui peut se faire. Par la société civile et changer de régime. Aujourd'hui, l'Irak, les Américains ont donné les clés de leur dernière base en Irak aux Irakiens. C'est une bonne nouvelle pour les Irakiens, mais certains disent que ça laisse la porte ouverte aussi à l'influence iranienne qui serait de plus en plus importante. C'est votre sentiment? Certainement, puisque de toute façon, l'Iran a toujours essayé de s'enliser, que ce soit en Afghanistan ou surtout en Irak, vu l'importance de la communauté chiite irakienne. Et le départ des forces américaines, certainement, va se remplir, ce vide va se remplir par une influence iranienne. Et déjà, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de pression sur le gouvernement irakien de la part des Iraniens. Maintenant, comment ça va évoluer, c'est une affaire à suivre. C'est pourquoi je dis s'il n'y a aucune pression sur le régime iranien. Et il ne faut pas oublier qu'au fait, avec la disparition du Taliban à Kaboul et de Saddam Hussein en Bagdad, le plus grand service a été rendu à la République islamique. Au fait, il faut savoir que rien n'a vraiment changé, qui a amélioré la chose pour le reste du monde, y compris l'Irak, et au non-profit du régime iranien. Islamique aujourd'hui. Dernière question, si le régime islamique iranien changer, pensez-vous sincèrement que les avancées, au vu des avancées démocratiques dans les pays musulmans, est-ce que les Iraniens auraient envie d'un retour de la monarchie, du Shah que vous représentez? La question ne se pose pas sur la forme finale, c'est un débat valable et c'est un choix au peuple de faire. L'importance pour nous, c'est le contenu de ce régime. Et je pense que ce qui unit aujourd'hui l'opposition démocratique iranienne, ce n'est pas les divergences qui existent sur la forme, mais l'accord que nous avons sur la base. Nous voulons un régime parlementaire laïque. On insiste sur la laïcité. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'après 33 ans de théocratie, on a bien compris que s'il n'y a pas une séparation de la religion et de l'État, on n'aura jamais une circonstance de démocratie. C'est important. Il y a bien entendu la question des droits de l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, il est question de tout d'abord pouvoir arriver au jour où on peut avoir des élections libres. C'est quelque chose qui ne pourra pas être envisageable tant que ce régime est en place. C'est pourquoi on réclame un changement de régime. Mais c'est à travers les élections libres qu'on pourra enfin, par les urnes, laisser la décision au peuple iranien. Et c'est à eux de décider finalement non seulement le contenu, mais la forme finale. Merci beaucoup, Reza Pahlavi, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes, je le rappelle, le prince héritier du trône d'Iran. Merci encore. Merci. Restez avec nous dans un instant après le journal de Jean-Rémy Baudot. C'est notre face-à-face. Vendredi, Luc Ferry, l'ancien ministre et philosophe, Clémentine Autain, la féministe du Front de gauche. À tout de suite.